Alors, bienvenue sur ce webinaire où on va parler e-commerce et notamment sur comment soigner votre fiche produit. Donc, avec Clément, on a vu 7 ou 8 constats pour vous aider à optimiser votre fiche produit. Alors, moi, pour commencer, c'est Adeline. Je suis Customer Success Manager chez OnCrawl depuis près d'1 an. Je suis en charge du marché France et Belgique et j'ai à peu près 3 ans d'expérience en SEO dans le secteur du bricolage notamment. Moi, c'est Clément. J'ai rejoint OnCrawl au début de l'année. Je suis donc Customer Success Manager pour l'Amérique du Nord. Je suis basé à Montréal. Je travaillais dans une agence montréalaise avant pour la Banque nationale et j'étais consultant principal pour ce compte-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'optimisation pour les fichiers commerce. Excusez-moi pour les slides. Donc, vous voulez revenir d'abord sur les concepts d'analyse de log et de données structurées. Ensuite, on va vous présenter des constats généraux sur les sites e-commerce de manière générale. Et puis, on va faire un focus sur les fiches produits. On reviendra sur le récap après et on aura environ 15 à 20 minutes de questions à la fin. Je garde un œil sur le chat. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On va quand même parler pas mal basé sur des graphiques. Donc, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair ou non. Notamment si vous voyez bien et si vous nous entendez bien aussi. Ok, donc pour la première partie, analyse des logs et données structurées, on voulait vraiment vulgariser justement ce côté analyse de logs pour que ce soit compréhensif pour tout le monde et mettre un peu le niveau au même, égal partout. Donc, pour l'analyse de log, pour commencer, on voit que Googlebot passe sur votre site Internet. Et en fait, lorsqu'il passe sur votre site Internet, il faut savoir qu'il laisse des traces, donc des lignes de log. On appelle ça comme ça. On voit ici un exemple. Donc, ça peut faire peur si on n'est pas très technique ou pas développeur, par exemple. Donc, c'est des traces qui sont laissées sur les serveurs. Vous inquiétez pas, nous, en fait, on identifie chaque donnée qui sont intéressantes pour cette analyse et ensuite, on les agrège ici dans notre application chez OnCrawl, par exemple. Donc, il faut savoir que les logs sont des données qui ne mentent pas. On va y retrouver des informations sur les bots sites qui signifient que Googlebot a fait un passage sur votre site. Donc, un bot site égale un passage sur votre site par le Googlebot. Et ensuite, on va identifier des SEO visites. Donc, une SEO visite, ça correspondra à une visite de l'utilisateur qui est arrivé par cette page depuis Google. On pourra identifier notamment les landing pages. Donc, ceci étant dit, on voit un peu, finalement, par rapport au log, ça reflète l'activité des robots sur votre site Internet. Donc ici, on a une illustration en fait pour vous montrer tout simplement qu'on peut déterminer le comportement de Googlebot sur votre site Internet. Donc ici, avec le nombre de bots sites sur une période donnée, on peut voir que Google passe plus de temps quelquefois sur une période donnée. Par exemple, là, le pic pourrait correspondre au Black Friday, par exemple, sur un site e-commerce. On a aussi une identification, notamment sur la fréquence de crawl. Il sera possible de le déterminer. Le comportement des utilisateurs peut être aussi identifié grâce aux données de log. Là, par exemple, on a le nombre des SEO visites. On peut identifier, d'après les analyses de log, par exemple, qu'on a une baisse de trafic sur le site sur une période donnée. Un dernier point aussi, une partie que je trouve vraiment intéressante, c'est que grâce à l'analyse de log, on peut identifier et analyser l'état de santé du site. On va voir grâce à ces données que Google rencontre des pages au cours de son exploration qui peuvent être en 400 ou en 500. Donc ça, c'est des signaux assez négatifs pour Google. Donc si par exemple, on identifie que Google passe 30% de son temps sur des pages en 400, on va pouvoir l'identifier justement à travers l'analyse des logs et on pourra déterminer et optimiser finalement ce budget crawl. Donc, ce qu'on appelle budget crawl, si je peux vous l'identifier assez rapidement, c'est Google qui alloue un temps
d'exploration sur votre site. Et ce temps d'exploration, il peut être optimisé sur des pages qui sont pertinentes pour votre business, par exemple. S'il passe son temps sur des pages en 400, ça sera beaucoup moins intéressant. Voilà. On voulait aussi vous parler rapidement des rich snippets et des données structurées, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Donc, ce qu'on appelle des rich snippets, il y en a quand même de nombreux exemples. Ici, en haut à gauche, sur la capture d'écran du résultat de recherche, on voit ceux qui nous intéressent pour l'e-commerce, donc la note, le nombre d'avis, le prix et éventuellement le stock. Tout ça, c'est des choses qu'on va approfondir un petit peu plus en détail après. La différence avec les données structurées, c'est simplement que les données structurées, c'est le format en fait qui vous permet d'afficher certains rich snippets. Il y a aussi des données structurées qui n'affichent pas de rich snippets. En fait, vous en avez plus de 800. C'est le protocole Schema qui a été développé en 2011 par Google, Yahoo et Yandex principalement. Je voulais vous mentionner aussi que vous avez quand même des outils qui vous permettent de structurer ces données sans que vous ayez à coder quoi que ce soit. Donc, vous avez le data markup de Google qui vous permet d'afficher certaines données structurées, ce qui ne marche pas forcément pour le e-commerce. Ça peut être intéressant pour afficher la date d'un article, par exemple, dans les résultats de recherche. Vous avez aussi des outils payants, donc il y a les liens dans la présentation que vous aurez après, qui vous permettent de baliser ces éléments sans avoir à coder non plus. Le code, généralement, c'est du JSON actuellement, mais il y a différents formats qui existent. Encore là, vous avez le détail dans les liens. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, on va se focaliser sur la fiche produit. Donc vous avez un exemple ici à gauche. Je vais vous montrer quelque chose de relativement optimisé. Donc ça coule de source les éléments importants à optimiser en SEO sur une fiche produit, c'est les balises SEO. Le contenu, on va rentrer en détail dans tout ça après. Le maillage interne, l'architecture et la catégorisation qui sont relativement sous-estimés sur des petits sites. Les données structurées, les images et les avis utilisateurs. Dans la première partie de l'étude de cas, comme je disais tout à l'heure, on va se concentrer sur des éléments qui sont pas forcément présents sur la fiche produit, mais qui ont un impact positif. Le premier, c'est, et dites-moi si je suis trop rapide, je peux être un petit peu plus lent aussi. Le premier, c'est le nombre de mots. Donc, comme on peut le voir ici, le nombre de mots a un impact important sur la fréquence de crawl et sur le trafic. Et ici, c'est un petit peu le graphique en haut est un petit peu exagéré sur la fréquence de crawl sur des pages supérieures à 1200 mots. Mais globalement, sur un site en général, ça ressemble à ça. On voit qu'à partir de 500 mots, la fréquence de crawl est plus élevée. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir nettement sur le graphique en bas, mais en vert clair et en vert foncé, c'est les pages avec plus de 800 mots, et on voit qu'elles représentent la majorité du trafic sur ce site. La deuxième chose, c'est le maillage interne. Donc là aussi, on voit que à partir d'un certain nombre de liens internes, la fréquence de crawl est plus importante. Ici, on voit que le point optimal est entre 50 et 100. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous donner, ce serait même impossible, vous donner un nombre optimal de liens internes qu'il faudrait par page. C'est vraiment dépendant de votre industrie et dans la manière dont votre site est fait, de la taille du site aussi. Faut savoir qu'à une époque, Google recommandait qu'il y ait moins de 100 liens. Dans ses guidelines, ça fait quand même, il me semble que c'était avant 2012, donc ça fait quand même un bout de temps qu'ils ont retiré cette règle-là. Pour vous donner un exemple, une page Wikipédia, ça peut avoir plus de 600 liens internes sur un seul article lorsqu'ils sont longs. Le but vraiment, c'est qu'il y ait de la pertinence dans ces liens, dans la navigation de l'utilisateur. Les moteurs de recherche ne sont plus idiots maintenant, donc ils sont capables de détecter la pertinence de ces liens aussi. Donc, lorsque vous faites du maillage interne sur ces pages-là, vraiment réfléchir à la pertinence des liens de manière générale dans la navigation utilisateur. Ça peut être
catégories connexes, des produits connexes, des guides d'achat, des choses comme ça. Voilà pour ça. Pour ce qui est de la catégorisation, ici, on s'est amusé à faire une segmentation, plus de 10 produits, moins de 10 produits. Donc, on voit sur le premier graphique en haut, qui vous indique les différences de position. On voit sur le premier graphique en haut que des catégories de produits avec plus de 10 produits se positionnent logiquement mieux que des catégories avec moins de 10 produits. En bas, au niveau de la fréquence de crawl et des SEO visits, la ligne qui nous intéresse le plus, c'est la ligne qui est au milieu. On voit que sur des catégories ayant plus de 10 produits, il y a plus de fréquence de crawl. Il y a aussi plus de trafic, même si on se doute bien qu'il y a moins de catégories avec moins de 10 produits. On voit quand même que la fréquence de crawl est plus importante, le trafic aussi, ensuite. Donc ici, on s'est concentré aussi sur la pagination, parce que c'est souvent une problématique pour les sites e-commerce. On se pose souvent des questions sur comment on va afficher nos rayons et travailler en fonction l'arborescence. Donc là, on a un exemple d'un site e-commerce de moins de 5000 pages, avec la répartition de ces pages par rapport à la profondeur. Donc, on voit en vert les pages qui sont de type catégorie, en jaune les fiches produits et en bleu les pages de pagination. Donc, par exemple, catégorie page 2, catégorie page 3 quand on a beaucoup de produits, comme le disait Clément tout à l'heure. Donc, du coup, par rapport à cette pagination, on identifie sur ce site qu'on a des sous-catégories qui vont jusqu'à la profondeur 5 ou 6, ce qui est assez éloigné de la page d'accueil, et des fiches produits qui vont jusqu'à la profondeur 5. Donc, pour bien me faire comprendre, ça veut dire qu'ils sont à 4 clics de la page d'accueil. Donc, ici, si on croise la profondeur des pages avec les logs, on peut voir que les pages qui ont un plus grand nombre de clics depuis la home sont moins crawlées. Donc, on le voit ici par rapport au graphique violet. Et on a aussi un impact sur le trafic, parce que là, on a un graphique qui représente les pages actives en SEO, donc par rapport à la profondeur. Pour vous identifier rapidement ce qu'est une page active en SEO, une page est dite active lorsqu'elle reçoit au moins une visite SEO au cours de la période. Donc, par exemple, si ce graphique représentait une période d'1 an d'un site, on pourrait voir les pages qui n'ont reçu aucune visite pendant 1 an. Donc là, ce qui permettrait efficacement de trier les pages qui sont pertinentes à garder dans la structure du site, ou plutôt de pouvoir dire que c'est des pages obsolètes et qui ne reçoivent aucune visite. Donc là, on voit bien que les pages en profondeur 4, 5, 6, etc. drivent beaucoup moins de trafic que les pages qui sont plus proches de la home. Donc, comment réorganiser son maillage de fiches produits, comment rapprocher les pages de la home. Avant, on avait un balisage qui permettait de communiquer à Google que ces pages faisaient partie d'un ensemble de pages. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler des REL égale Prevnex. Donc, depuis mars 2019, John Mueller avait confirmé que Google n'utilisait plus ces données, en tout cas dans des objectifs d'indexation, tout du moins. Donc, nous, en attendant, on vous propose une autre solution. C'est, à l'image de la pagination d'Allociné, de présenter une pagination sous forme comme ça de centaines ou de dizaines, ce qui permettrait à chaque page d'être accessible en moins de 4 clics. Donc, par exemple, la page 234, vous pourrez faire l'exercice après en live sur le site Allociné, mais vous verrez que la page 234, par exemple, est assez rapidement accessible. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur, mais là, l'objectif, en l'occurrence, c'était plutôt pour rapprocher les pages pour le robot. Ensuite, on va s'intéresser à une étude de cas plus focus sur la fiche produit. Et notamment plus précisément sur le nombre d'avis sur une fiche produit. Donc, on a séparé les fiches produits avec, par rapport au nombre d'avis sur la fiche produit. Donc là, on voit un segment qui représente les pages qui ont moins de 5 avis sur la fiche produit.
ici, en deuxième colonne sur le premier graphique, pardon, parce que j'ai pas de pointeur, donc du coup, je parle du premier graphique. Deuxième colonne, ça représente les pages qui ont entre 5 et 50 avis sur la page. Et en troisième colonne, vous voyez bien, ça représente les fiches produits qui ont plus de 50 avis sur la fiche. Donc, on voit qu'il y a une fréquence de crawl qui a tendance à être plus élevée sur les fiches produits qui ont plus d'avis que les autres. Une autre constatation, c'est au niveau du nombre de mots sur la page. Du coup, ouvrir l'accès aux utilisateurs pour poser des avis permettrait aussi d'augmenter le nombre de mots sur la page de la fiche produit. On le voit par exemple ici sur un graphique qui représente en vert foncé toutes les pages qui ont plus de 1200 mots et en vert clair toutes les pages qui ont entre 800 et 1200 mots. Les pages qui ont entre 5 et plus de 50 avis, si on se concentre sur la colonne 2 et 3 du graphique du dessous, on voit bien que le nombre moyen de mots sur la page est plus élevé que les autres segments. Donc, vous allez me dire, c'est mécanique, en effet. Ça peut être aussi un indicateur, le nombre d'avis et les avis en général, qui plaît à l'utilisateur, notamment pour voir la qualité du produit. Ça peut être une expérience client optimisée. Encore faut-il que les avis soient positifs. Donc, avec Clément, on s'est amusé à mettre d'un côté les fiches produits qui avaient une mauvaise note et les fiches produits qui avaient une bonne note. Donc, mauvaise note, une note inférieure à 3 sur 5 et une bonne note, une note supérieure à 3 sur 5. On voit que la fréquence de crawl est, elle, impactée, ici en tout cas, tout du moins sur cet exercice du site. Ça, c'est un site entre 30 et 40 000 pages. Et on voit que là, on a un impact sur la fréquence de crawl. Après, la variation peut être plus ou moins importante. Donc là, en cas de mauvaise note sur une fiche produit, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de remonter l'information au plus vite à votre équipe achat pour voir si c'est toujours pertinent de vendre cet article sur votre site internet, par exemple. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Adeline avant sur le nombre de mots sur des pages qui ont plus d'avis. Je voyais passer ça dans les commentaires tout à l'heure. Comment c'est possible d'avoir une page c'est extrêmement fort d'avoir 500 mots sur une page produit? Et ben, en fait, non, pas forcément s'il y a beaucoup d'avis sur la page produit, comme le disait Adeline tout à l'heure. Ça enrichit votre contenu de manière naturelle. Donc, pour poursuivre sur les avis positifs, négatifs, effectivement, on voit que ça a un impact sur le CTR, mais également sur le trafic. En bas, on voit que la différence de trafic est très importante, même si on se doute bien qu'il y a beaucoup plus de produits qui ont des avis positifs, négatifs. Je vois qu'on me demande de quel avis on parle des avis produits, ceux qui sont sur les données structurées, donc les petites étoiles que vous pouvez voir à côté d'un résultat de recherche, ou sur un produit, sur une page produit. Donc le trafic peut être est beaucoup plus faible sur les notes inférieures, même si on se doute qu'il y a beaucoup moins de notes négatives. On voit quand même que le CTR sur le premier graphique en haut est plus important pour des pages dont les notes sont supérieures à 3, ce qui est relativement logique. On s'est aussi intéressé à la partie en stock en rupture. Donc on voit là aussi que la fréquence de crawl peut être plus importante sur les pages qui indiquent un élément en stock versus la rupture. C'est la même chose au niveau du trafic. Je trouve que c'est une balise qui est vraiment à mettre en place avec parcimonie, si je peux dire. Si vous êtes amené à avoir des stocks qui baissent beaucoup, avoir beaucoup de produits en rupture, c'est peut-être pas forcément une bonne stratégie de mettre en place cette donnée structurée-là, parce qu'elle peut vous nuire. En fait, votre page peut perdre en positionnement et en clic aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir en profondeur avant de mettre en place, parce que vous pourriez avoir un manque à gagner suite à la mise en place de cette balise. Effectivement, là aussi, on voit qu'au niveau du positionnement des pages, les pages se positionnent beaucoup mieux quand les produits sont en stock. Encore une fois, ici, sur cet exemple, il y a beaucoup moins de produits
en rupture, mais on voit qu'il n'y a pas de position 1, par exemple, sur des produits en rupture. C'est un exemple spécifique. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de position 1 pour des produits qui ne sont pas en stock. C'est simplement moins optimal et vous risquez de perdre des positions parfois avec ce type de balise. Donc, on pensait aussi important d'aborder le temps de chargement. Ici, dans le graphique du haut, du coup, on voit une répartition des pages par type de page croisée avec son temps de chargement. Donc, pour vous expliquer, en colonne 2, par exemple, ça représente toutes les pages qui font partie de la pagination. Et en colonne 3, on a toutes les fiches produits. En colonne 4, toutes les catégories. Et elles sont rangées par rapport à une couleur. Donc, en jaune, ça identifie tous les temps de chargement qui sont entre 500 millisecondes et 1 seconde, donc un temps de chargement dit médium. Donc ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la fiche produit la majorité des fiches produits, voilà, répondent avec un temps de chargement plus lent que les autres types de pages. Donc, est-ce que c'est lié au nombre d'images ou autre chose? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir peut-être scraper le nombre d'images sur une fiche produit, pouvoir en faire une segmentation et voir, croiser avec la donnée du temps de chargement, si une fiche produit avec plus de 5 photos, par exemple, est plus lente qu'une fiche produit avec seulement 2 photos. Donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, de sortir une donnée comme ça. On voit de toutes les manières que les pages crawlées sont en majorité des pages qui répondent plus rapidement. Puis je voulais ajouter une partie sur le JavaScript, en tout cas le temps de chargement du JavaScript. On ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques aujourd'hui parce que c'est pas forcément le propos, mais c'est évident que le JavaScript, ça peut peser sur votre page. Quand je parle de JavaScript, je parle de tracking ou de tagging de manière générale, donc ça peut être de l'analytics. Ça peut aussi être du tracking média style Facebook. Quand tout ça, c'est mal mis en place, ça peut définitivement ralentir le chargement de votre page. Donc ça, c'est des choses qui sont à réfléchir aussi avec votre équipe technique, la personne qui s'occupe de ça chez vous. Merci. Et pour en tirer les principaux enseignements, du coup, pour conclure un peu cette conférence, en résumé, c'est un peu du bon sens. Du coup, ce qu'on a vu avec Clément, c'est qu'il ne fallait pas avoir de trop petites catégories. Pour la pagination, on a vu un petit tips qui pourrait permettre de rapprocher les pages de la home. Ensuite, pour le contenu, il faut toujours veiller à l'enrichir, mais à pas trop l'alourdir, notamment pour le temps de chargement, c'est ce qu'on a vu. Et puis ensuite, réfléchir à la pertinence de l'affichage du stock en stock, pas en stock, dans vos données structurées, à bon escient, du coup, par rapport à votre business ou votre stratégie SEO. Ensuite, je voulais aussi donner une information, c'est que vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur le site seosquare.com pour conclure ici. Et je te laisse suivre, Clément. On voulait faire une petite ouverture sur les données structurées de manière générale. Il y a un site e-commerce très très connu qui n'utilise pas de données structurées depuis longtemps. Merci d'être très réactif, Herlé. Donc oui, effectivement, c'est Amazon. Alors, je vous ai mis une capture d'écran de 2012 quand même, parce qu'il y a une époque où ils utilisaient des données structurées. L'idée ici, c'est simplement de dire que vous doutez bien qu'Amazon a une énorme équipe SEO et que s'ils ont décidé de retirer les données structurées, c'était pour certaines raisons qui n'ont jamais été communiquées officiellement. Je voulais vous montrer aussi que plus récemment, en tout cas au Canada, on commence à voir quand même certaines données structurées qui s'affichent. Et donc la théorie la plus courante, c'était de dire à une époque que Amazon avait retiré ses données structurées puisqu'ils avaient peur que leurs données soient plus facilement interprétables et utilisables par Google, par exemple sur Google Shopping ou des choses comme ça. Et on voit petit à petit qu'ils sont peut-être en train de réviser leur stratégie. Merci à tous. On va passer
on va passer aux questions dès maintenant. Je vais prendre les questions, puis on va se les répartir à nous. Ouais. Alors, les avis produits laissés par les internautes via les modules avis vérifiés Trustpilot comptent-ils dans les mots de la page produit? C'est une très bonne question. Il faudrait vérifier. En fait, ça dépend comment c'est mis dans la page. Je te dirais que non là tout de suite, mais il faudrait vraiment que je vois en fait comment c'est mis dans le code, en sachant que tu aurais probablement, si tu as tes avis sur ta page et que tu as tes avis sur Trustpilot par exemple, ça va pas forcément être du contenu unique, donc pas forcément très pertinent en matière de SEO. Après, en matière d'expérience utilisateur, c'est autre chose. Il y a beaucoup de questions. Oui, ça bouge pas mal. WordPress pour optimiser les snippets. Ça, je pense que ça a été répondu dans le chat. Donc, on va pas forcément répondre à cette question-là. Mais oui, effectivement, tu as quand même pas mal de plugins qui te permettent en tout cas, de gérer tes données structurées plus que d'optimiser tes rich snippets, je dirais, mais t'en as pas mal qui existent. Adeline, tu veux prendre une question? Oui, je suis en train de regarder par rapport au vote. Et en fait, j'en avais trouvé une, mais du coup, il y a tellement de questions que j'ai pu la perdre. Je vois une question là avec D-Up. Vaut mieux... ah oui, voilà, donc j'affiche là. Vaut-il mieux 10 pages listant 100 fiches produits avec pagination ou une seule page avec 1000 fiches produits? Donc ça, on l'a vu avec la pagination que d'après la fréquence de crawl, il était mieux d'avoir plus de produits sur une catégorie plutôt que de multiplier finalement les sous-catégories pour pouvoir bien ranger les produits. Je sais que c'est une problématique pas mal retrouvée chez les e-commerçants qui ont beaucoup de produits assez compliqués à ranger dans certaines catégories, etc. Moi, ce que je recommanderais, c'est de limiter les sous-catégories, permettre de remonter dans une catégorie un peu générique, plutôt 1000 fiches produits, pour répondre à ta question, et gérer ça avec la pagination. Donc, avoir 10 pages, mais sans multiplier les sous-catégories. Pour que l'utilisateur, ça soit beaucoup plus simple pour l'affichage, et notamment pour le robot, pour l'indexation, ce sera plus simple aussi de séparer ça en plusieurs pages. À mon sens, après, Clément, peut-être que toi, tu as un autre avis? Non, ça fait du sens. Je cherche des questions. On en a une assez facile ici qu'on peut prendre. Que faire des pages 404 ou 301 qui sont crawlées régulièrement pour éviter que les bots ne les crawlent à l'avenir? Tout simplement, tu indiques que ces pages n'ont plus à être crawlées. Les 404, techniquement, tu devrais avoir des 301 qui pointent vers autre chose. Au bout d'un moment, Google va finir par détecter, comme c'est une redirection 301, qui n'a plus besoin de crawler cette redirection. Il va crawler directement le lien vers lequel ça redirige. Si tu as des 404 que tu ne veux pas forcément rediriger en 301, si c'est des pages qui sont totalement obsolètes et pas forcément utiles, ça peut être porté à discussion. Moi, je trouve dans certains cas quand même que la 410 peut être utile pour des cas comme ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Adeline, là-dessus. Non, j'aurais aussi parlé de la 404, en effet. Parfait. 410, pardon. Là, on a une autre question. Il vaut mieux désactiver les fiches produits, quitte à avoir des 404 ou les laisser sold out. Donc, moi, je pense que les mettre en 404, ce n'est pas vraiment une bonne solution. En tout cas, c'est un très mauvais signal pour Google. Donc, je pense qu'il est mieux de les laisser peut-être en sold out, mais de laisser un petit mot à l'utilisateur pour déjà améliorer l'expérience client quand quelqu'un voit un produit en rupture.
Bon, c'est vrai que ça peut être agaçant pour l'internaute, donc pouvoir le rassurer, par exemple, sur du réassort ou bien le rassurer sur une autre édition qui sera pour l'année prochaine, etc. Enfin, surtout rassurer l'utilisateur, mais pas mettre la page en 404. Par contre, si c'est un produit qui est vraiment pas destiné à avoir du réassort, je pense qu'il serait mieux de le gérer en 410 plutôt qu'en 404 pour donner l'information à Google comme étant une page à supprimer, en tout cas, des résultats de recherche. Ouais, puis si je peux ajouter un truc, de toute façon, ce genre de choses, c'est vraiment du cas par cas. Mais si tu as beaucoup de trafic sur ces fiches-là, même si elles sont en sold out, tu as quand même des choses à en tirer avec ton maillage interne pour essayer de rediriger les utilisateurs vers d'autres fiches produits ou vers d'autres sections de ton site ou du contenu pertinent. En tout cas, c'est ça, quoi. Si tu as du trafic sur ces pages-là, évite de les passer en 404. T'es mieux de les laisser en sold out, puis comme disait Aline, après d'optimiser. Si, on va prendre celle-ci, même si là encore, je te dirais que c'est du cas par cas. Donc, comment gérer le renouvellement des collections, ou en tout cas, comment gérer l'obsolescence d'un article. Donc, désactiver la page pour faire une redirection 301. Pourquoi pas? Encore là, c'est du cas par cas. J'irai plus vers. Enfin, ça dépend vraiment du trafic que tu as sur ces pages-là. Si tu as très peu de trafic, c'est absolument pas la peine de faire ça. Maintenant, maintenir la page active, oui, tu pourrais effectivement pour rediriger tes utilisateurs vers du contenu qu'ils peuvent trouver pertinent, ou pour leur indiquer que la collection est plus accessible, mais qu'il y en a une similaire, par exemple, qui sent bien. Donc c'est du cas par cas, mais c'est ça. Définir, en fait, je dirais qu'il faudrait que tu définisses un point de trafic que tu trouves valable pour toi, et qu'au-delà de ce point de trafic-là, tu mets en place soit des redirections, soit une stratégie de maillage. Si tu n'as pas de trafic à la base, oui, tu peux faire une redirection, voire même laisser la page. Mettre la page en 410. Ça dépend vraiment du trafic. Évidemment, n'hésitez pas, là on répond de manière très globale, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions un petit peu plus précises. Oui, bien sûr. On aura le temps de répondre. Il n'y a pas de problème, surtout avec des exemples, c'est plus facile de répondre avec des exemples sous les yeux. Là, on a une question de Gilles qui est assez intéressante. Il demande si mettre des liens internes sur une page produit ne serait pas contre-productif. Notamment, je pense que tu fais référence au taux de conversion sur ta page produit. Alors moi, j'aurais tendance à dire non, parce que quand on parlait de liens internes, ça peut être en effet des liens qui peuvent renvoyer vers des articles de blog pour mieux connaître le produit. On va prendre un exemple, parce que sinon, ça va être assez complexe. Je dirais si c'est pour un ordinateur, une fiche produit d'ordinateur, on peut avoir des liens dans le descriptif qui permettent de dire, voilà, un article avec les 10 meilleurs ordinateurs, les 10 meilleurs processeurs, etc., des notions en tout cas de points de descriptif, en tout cas sur tel ou tel produit. Mais quand on parle de mettre des liens internes sur une page produit, par exemple pour cette fiche d'ordinateur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des produits en cross-selling. Donc, ça permettrait d'avoir du maillage. Le cross-selling pour le taux de conversion, c'est un bon signe, parce que si l'ordinateur, par exemple, n'est pas assez compétent en tout cas pour la recherche d'un utilisateur, il peut voir en cross-selling, en upselling plutôt, pour en avoir un mieux. Et le cross-selling, par exemple, pourrait être
sur la fiche produit pour promouvoir des produits connexes, à savoir un chargeur en double ou un casque, etc. Enfin, tout ce qui est lié à la fiche produit. Donc, je pense que là, par cette méthode, on peut ajouter des liens internes qui n'impactent pas l'action d'achat. Ouais. J'espère avoir répondu à ta question. C'était assez complexe de trouver un exemple. Bah, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il ne faut pas confondre ton expérience d'achat, ton parcours d'achat. Là, on parle d'optimisation SEO. Il y a très peu de liens ça c'est la logique SEO de base, hein, ton maillage interne, tu dois avoir quand même un bon maillage, excusez-moi, donc un certain nombre de liens qui pointent entre un certain nombre de tes différentes pages. Si tu penses que tes pages produits doivent avoir très peu de liens internes, c'est plutôt mauvais signe. En fait, il faut quand même que tu aies quand même pas mal de liens internes. Et puis en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément de liens sur une page. De manière générale, on n'a pas forcément parlé du fil d'Ariane aujourd'hui, mais le fil d'Ariane, ça peut être un bon exemple. Ça aide la navigation de l'utilisateur, ça rend la page plus claire, ça permet de revenir en arrière aussi. Donc tu as quand même pas mal de moyens de faire du maillage interne. Plus ton site est gros, plus techniquement tu devrais avoir de liens qui pointent entre tes différentes pages. Si ton site est effectivement tout petit, tu peux avoir moins de liens internes, mais c'est quand même, oui, c'est pertinent et productif d'avoir des liens internes sur une page produit. Ça te permet d'augmenter le positionnement général de ton site de manière générale. Est-ce que tu peux valider? Ouais. Ouais. Je voulais rapidement... Ah oui, bah ok, vas-y, tu peux prendre cette question, Adeline. Ah, celle-ci? Ouais. Il me semble que... Faut-il supprimer les pages qui ne reçoivent aucune visite? Ouais. Mais tu voulais y répondre, Clément, du coup, je pourrais ajouter si tu veux. Ok. C'est vraiment une très très bonne question. En fait, ça dépend du potentiel SEO de ta page, je te dirais. Un exemple, j'ai travaillé sur un blog qui était assez ancien, qui avait quand même pas mal de contenu, environ 10 000 à la base, et on avait quand même plus de 70% des pages qui généraient plus de trafic. C'était quand même une grosse compagnie canadienne, donc on se posait la question de savoir de quoi faire de tous ces contenus, est-ce qu'il fallait les supprimer ou non. En fait, ce qu'on a fait, c'est on est passé au travers de toute la liste avec différentes métriques SEO. Si tu veux, tu pourras m'écrire, je te répondrai un petit peu plus précisément sur les métriques qu'on a utilisées. Mais grosso modo, on a utilisé des métriques on-site et off-site, donc tout ce qui est backlinks, tout ce qui est positionnement, volume de recherche, mots-clés principaux, etc. Et on est passé au travers de toutes ces pages et on a regardé, donc même si les pages ne se positionnaient pas, c'était quoi leur potentiel en fonction du contenu si on les optimisait pour le SEO. Potentiellement, est-ce que ces pages avaient des mots-clés qui leur correspondaient pour lesquels elles ne se positionnaient pas encore? On a fait tout ce travail, on a quand même supprimé à peu près 50% des pages, donc environ 5000. On s'est retrouvé avec 5000 pages qui étaient optimisées SEO. Donc, on a travaillé avec une équipe de rédacteurs, etc. Sur un plus petit site, c'est des choses que tu peux faire toi-même. On s'est retrouvé avec plus 193% de trafic organique. C'était quand même du gros volume de trafic. Donc, on est passé quasiment à 800 000 visiteurs annuels rien qu'avec le SEO. Juste pour cette partie blog-là. On est parti de loin. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire ce travail-là, passer sur les pages pour savoir si oui ou non elles doivent être supprimées. Mais c'est pas parce qu'une page a pas de trafic actuellement qu'elle a pas de potentiel. C'est simplement qu'elle n'est pas forcément optimisée pour le SEO. La réponse est la réponse préférée des SEO. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Mais je pense que c'était clair la réponse que j'ai donnée. Ok, donc je ferme la question. Je vais prendre ça là en attendant que tu cherches une autre question, Adeline, si tu veux. Ouais. Combien de mots environ par fiche produit? Alors ça, c'est une très bonne question aussi, à laquelle il va m'être très difficile de répondre avec un chiffre exact. Ça va vraiment dépendre de l'industrie dans laquelle tu te trouves.
Je dirais quand même que de toute manière, la meilleure manière de le savoir, c'est de regarder ce que font tes concurrents directs dans les résultats de recherche sur lesquels tu te positionnes et d'essayer de te calquer sur le nombre de mots que eux ils ont. Ça va te donner un bon indicateur par rapport à ton industrie. Je m'avancerai pas sur un nombre de mots exact parce que je pense à des sites e-commerce en B2B. C'est très compliqué d'avoir des fiches produits qui sont étoffées quand tu vends des vis et des écrous ou d'autres choses. D'ailleurs, c'est pas forcément les avis qui vont être générés vont pas être forcément incroyables et le contenu que tu vas pouvoir faire non plus. Donc, ça dépend vraiment de ton industrie, mais un bon indicateur, c'est tes concurrents directs dans les résultats de recherche. Tu analyses ça et puis tu devrais avoir une réponse un petit peu plus claire sur ce que tu dois faire précisément. Aline, est-ce que tu as trouvé une question? Non, pas vraiment, parce que j'essaie d'avoir des questions qui sont avec beaucoup de votes pour que ça parle à tout le monde. Tu en trouves une peut-être, Clément? Une dernière pour terminer? Ouais, je suis en train de regarder ça. Un exemple de site e-commerce dont les fiches produits sont très bien optimisées. Je vois que la question, elle pointe beaucoup. Écrivez-nous, on vous donnera des exemples avec plaisir. Ah, je vais prendre celle-là. Hop. Vaut-il mieux avoir des avis clients directement sur les fiches produits de la boutique ou les avis sur les plateformes tiers de confiance sont utiles pour le SEO? Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même pas mal d'avis sur ces trucs-là qui sont en iframe, donc c'est pas pertinent pour ta stratégie SEO. Par contre, et puis je voulais rebondir là-dessus aussi, le fait d'avoir que des avis positifs, c'est vraiment pas forcément un marqueur positif, justement. Tu es quand même mieux d'avoir un certain nombre d'avis qui sont négatifs, puisque ça montre qu'il y a des avis disparates sur ton produit ou hétérogènes, donc au moins ça montre que c'est pas du fake, ce qui est souvent le cas sur des trucs de restauration, des choses comme ça. Maintenant, c'est pas forcément. Je te dirais quand même que c'est bien d'avoir tes propres avis à toi sur ta page produit, que tu peux accompagner avec des trucs style Trustpilot. Ça va pas forcément servir pour le SEO, mais ça va servir pour le parcours d'achat et l'expérience client de manière générale. À savoir que bon, tu te doutes bien que si un tierce parti s'occupe de tes avis, il y a une plus forte objectivité là-dessus. Les avis sont plutôt pas mal modérés aussi sur ce genre de trucs. Donc c'est ça va donner un marqueur positif pour l'utilisateur. Pas forcément le SEO, ce sera pas la première raison de ça. C'est quand même mieux d'avoir certains avis sur tes pages. Adeline, dernière question? Oui, pourquoi pas. On peut essayer de répondre à celle-ci ensemble. Vous laissez les pages de pagination en index ou en no-index? Moi, je serais tentée de dire, bien sûr, en index pour pouvoir laisser l'accès aux robots de ces pages, parce que si elles existent, je pense qu'elles ont en tout cas pertinence à être indexées dans la SERP. Donc, pour moi, voici ma réponse. Ouais, bah, encore une fois, c'est une question qui est assez difficile de répondre sans voir le site. Mais effectivement, ça reste des pages pertinentes, surtout dans des longues catégories. Si tu as simplement ta première page qui s'affiche avec tes premiers produits, tous tes autres produits sont dans la pagination et que tu l'affiches pas, potentiellement ça peut nuire à ton maillage interne quand même. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y a quand même, sur certains sites, il y a quand même une propension forte à avoir des sous-catégories et des pages de pagination mal optimisées qui se retrouvent à des profondeurs assez lointaines. Donc, c'est plus une question d'optimiser, d'essayer de faire en sorte que les clics pour atteindre ces pages soient moins nombreux, plutôt que de les no-index. Je trouve qu'il y a quand même, il peut y avoir
potentiel intéressant pour le maillage interne. Je pense qu'on a terminé notre temps. On va vous laisser vous diriger vers la prochaine conférence. Est-ce que tu te souviens du sujet, Adeline? Oui. Donc, pour la prochaine conférence, ça sera You Love Words par Emma Moulin sur le PR Page et le Topic Cluster, les incontournables content et SEO en 2020. Merci pour votre écoute et puis on reste disponible du coup par mail. Vous avez nos mails ici, puis on y répondra à vos questions plus en détail avec plus de contexte. Peut-être que ça pourrait être plus simple quelquefois. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bon courage avec le confinement et puis à bientôt.